Merci beaucoup Madame la rectrice pour ces éléments. Je sais que François Chanet, le recteur de la région Bourgogne-Franche-Comté, est avec nous. Monsieur le recteur, est-ce que la liaison est bonne? Monsieur le recteur? Enclencher son micro. Non, le micro est enclenché. Je n'ai pas son micro, j'ai pas son micro. Monsieur le préfet, vous pouvez lui indiquer que c'est étoile 6. Monsieur le recteur, il faudrait que vous fassiez étoile 6 pour brancher votre micro. Monsieur le recteur? Voilà, on vous entend, monsieur le recteur. Voilà, il faut... Merci. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Mais je ne vais pas... beaucoup de points ont été traités et bien traités par ma collègue, je n'ai rien à ajouter. Quelques éléments sur la commune de Besançon. Je voudrais souligner avec force, comme elle l'a fait, que contrairement à des campagnes sur les réseaux sociaux notamment, pour accréditer l'idée qu'on courrait des risques particuliers dans les établissements scolaires, c'est l'inverse. Nous savons bien qu'il est prêt. Le respect du protocole sanitaire, évidemment, est un devoir dont M. Piville a rappelé l'importance cruciale, et on en a une conscience aiguë dans les établissements scolaires. C'est ce qui explique que, à l'heure où nous parlons, aucune structure scolaire et même aucune classe, depuis la rentrée, n'ait dû être fermée dans l'académie de Besançon. Nous avons, comme cas de Covid confirmé, et je souligne que le protocole de suivi de la traçabilité des cas contacts est un protocole établi avec l'ARS et très efficacement établi. Nous avons 50 élèves qui ont été cas confirmés sur 248 000 comptes de l'académie, c'est-à-dire 0,02%. Mais ce qui est notable, c'est que nous en avons 17 de plus en 24 heures, ce qui va tout à fait dans le sens de ce qui a été indiqué par M. Prévé. Et nous avons 16 personnels, sur les 7 derniers jours également, 16 personnels sur 22 770, c'est-à-dire 0,07%, mais plus 5 en 24 heures. Donc nous allons être extrêmement vigilants, attentifs, et bien sûr nous nous préparons pour les raisons et selon les méthodes indiquées par ma collègue, à passer pour les lycées dans un mode hybride ou mixte qui allégera les effectifs et fera dispenser une partie de l'enseignement à distance. Voilà ce que je pouvais préciser pour l'académie de Besançon et m'associer naturellement à ce qui a été dit par Nathalie Aldamoretti sur le moment intense d'unité qui a été l'hommage à Samuel Paty, intensité et solennité auxquelles ont contribué la présence des préfets et des sous-préfets, à laquelle vous étiez, monsieur le préfet, particulièrement attaché. Et avec un minimum, effectivement, d'incidents et des efforts particulièrement méritoires des enseignants, souvent eux-mêmes très ébranlés, très fragilisés. D'unité, de communion très forte, hein, une séquence extrêmement intense, hein, comme on a d'ailleurs rarement, je dois le dire, dans la vie publique. Hein. Ce sont des séquences que l'on garde en mémoire, hein, associant les autorités académiques, l'ensemble des enseignants, des personnels, des autres services de l'État. Merci à nouveau, monsieur le recteur. Mesdames et messieurs, est-ce que vous avez des questions à nous poser? Je suis accompagné d'Annie Lafsoud, hein, je vous l'ai dit, le sous-préfet directeur de cabinet. On pourra peut-être, si vous le souhaitez, apporter quelques précisions sur les dispositions concernant plus directement la mise en œuvre du confinement. Je peux peut-être leur suggérer Étoile 6 pour parler. Alors, pour parler, je vous invite à faire étoile 6. Étoile 6. Bonjour, Alexandra Castillo, vous m'entendez? Oui, on vous entend, madame, pas de problème. Je
j'avais une question pour la rectrice. Est-ce que tous les établissements, tous les lycées ont envoyé au rectorat un plan de continuité pédagogique? Ou si ce n'est pas le cas, quel est le pourcentage en fait, à peu près, quoi. Par ailleurs, comment est-ce que la cellule dont elle nous a parlé va apprécier ces plans? Enfin, qu'est-ce qu'elle regarde comme critères, conditions? Et enfin, est-ce que le rectorat a des moyens pour appuyer ces plans, faire des préconisations, peut-être des moyens particuliers, type, je ne sais pas, un sup, enfin, que sais-je? Merci madame. Alors pour donner quelques éléments de réponse, donc tous les lycées n'ont pas à cette heure encore envoyé ce plan de continuité pédagogique. On fonctionne du coup en 2 temps. On a écrit ce matin à ceux qui avaient déjà envoyé ce plan de continuité pédagogique et leurs propositions, parce qu'ils avaient agi un peu en préventif, pour passer parfois en mi-distanciel. Donc à ceux-là, on a envoyé une réponse ce matin en fait pour valider, parce que leur proposition était tout à fait satisfaisante, pour valider leur plan. Et puis pour ceux qui ne se sont pas encore manifestés en ce sens, on leur écrit aujourd'hui aussi, cette fois-ci pour leur demander s'ils envisagent de passer à un format pédagogique adapté, et pour leur dire que dans ce cas-là, eh bien, ils seront accompagnés d'un point de vue pédagogique par la cellule que je signalais, afin d'offrir des solutions conformes à ce qui est nécessaire à une bonne continuité pédagogique. Donc ça, c'est une première chose. Pour vous donner un chiffre, juste à titre d'exemple, mais en Côte d'Or, on a 7 heures. On a 7 plans de continuité pédagogique qui ont pu être remontés et acceptés. Et pour les autres, eh bien, soit on est en train d'expertiser, soit on leur écrit pour demander s'ils souhaitent, bien pour l'instant ils ne veulent pas signaler, passer à un format adapté. Donc ça c'est vraiment en cours. La cellule pédagogique, elle est réunie autour je vous disais, d'un référent académique qui est le doyen des inspecteurs. Et donc l'idée c'est vraiment de mesurer à chaque fois si la préconisation rappelée par le ministre hier tenant à ce que la continuité soit totale, c'est-à-dire que même lorsque les élèves ne sont pas en présentiel, ils continuent bien évidemment à être en apprentissage, est respectée, et donc de voir à chaque fois quelles sont les solutions trouvées pour ce faire. Si par exemple les élèves sont en autonomie quand ils ne sont pas en présentiel, quelles sont les solutions trouvées pour qu'ils soient en format classe inversée, avec des devoirs et des corrections adéquates. Voilà, quelle est la teneur du lien que l'on maintient pendant ce temps-là. Et puis, je ne sais plus quelles étaient les autres aspects de la question. Madame, ces éléments vous conviennent? Vous avez la réponse à vos questions? Je crois que ça doit aller, madame la rectrice. Pardon, j'arrivais pas à compléter. Vous m'entendez? Voilà, ça va. Vous avez bien entendu, vous avez entendu madame la rectrice? J'ai bien entendu, oui. La dernière question, c'était est-ce qu'il y a des moyens de les appuyer, oui, pour leur fournir des outils, peut-être des outils informatiques, des matérialités. Alors d'abord sur les outils pédagogiques, ainsi que vous le savez, il y a énormément de supports et d'outils qui existent sur EduSchool, qui ont été travaillés par les équipes du ministère, et c'est extrêmement riche. C'est complété par Canopé. Donc il y a vraiment beaucoup de solutions qui ont été proposées. Sur
le renfort en outils numériques, monsieur le recteur qui est en audio confirmera, mais on était tout à l'heure précisément en échange tous les deux avec la région pour évoquer la possibilité de mettre de nouveau du matériel informatique à disposition des familles nécessiteuses et des élèves qui seraient mal pourvus. Donc on est vraiment de nouveau en étroit lien avec la région, en réalité ça n'a jamais cessé, pour répondre à ce que crée la fracture numérique. Merci. Mesdames, Messieurs, avez-vous d'autres questions à nous poser? Oui, bonjour à tous. Bonjour même, monsieur Mémoire. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, une question d'abord pour madame la rectrice, puisque j'ai eu tout à l'heure le président de la SPPE 72-71 qui était extrêmement inquiet de l'épuisement des personnels de l'établissement scolaire. Et j'aurais souhaité en fait savoir si vous souhaitiez commenter ces propos. Ça va de pair avec ce que je disais tout à l'heure, monsieur. C'est-à-dire que j'ai commencé ma prise de parole par des félicitations et à l'égard des personnels de l'éducation nationale qui sont extrêmement mobilisés et, depuis des mois et des mois maintenant. Évidemment, je dis ça devant le directeur général de l'ARS, je le dis donc avec des bémols. Donc cette fatigue, elle est réelle, mais parce qu'ils ont été pleinement investis pour que les élèves continuent à bénéficier des meilleures conditions d'apprentissage possibles. Je ne vous cache pas que ça a suscité parfois beaucoup... ça a nécessité beaucoup de réactivité, d'inventivité, qu'il faut se renouveler sur une partie de ces tâches. Mais vraiment un grand professionnalisme qui est au rendez-vous. Donc effectivement, il y a de la fatigue, il y a aussi beaucoup de courage. Oui, si vous me permettez de compléter vos propos, madame la rectrice, c'est une crise qui dure, donc qui met à l'épreuve l'ensemble des services publics en vérité, hein, et notamment celles et ceux des équipes qui sont en première ligne. Et moi, je constate que ces services publics tiennent le coup, parce qu'ils sont animés par des agents, par des fonctionnaires, par des équipes éducatives dans les classes, qui sont tout à fait conscientes de leur mission de service public et qui exercent leur mission dans ce contexte-là, dans les meilleures conditions possibles. Mais on doit d'autant plus tenir le coup que le personnel soignant tient le coup. Nous devons ça effectivement à nos soignants, qui sont encore plus exposés que nous. Mesdames, Messieurs, voyez-vous d'autres questions? Ici, Jean-Claude Tardivant pour Inflexion, une question pour la rectrice, s'il vous plaît. Oui, allez-y, monsieur. Pourrons-nous connaître les établissements où il y a eu les 7 ou 9 signalements faits auprès du procureur? Non. Je ne vais pas vous donner cette information parce que la présomption d'innocence qui s'applique. Quand on signale au procureur, c'est à lui d'instruire, de décider de poursuivre ou pas. Et donc je pense qu'à ce stade, la confidentialité est de mise. D'accord. Une autre question concernant l'appel à la grève du 10 novembre, avec un appel à la grève et aussi un appel à rassemblement devant le rectorat. Est-ce que du côté du rectorat, vous allez recevoir une délégation? Est-ce que du côté de la préfecture, vous allez laisser se tenir ce rassemblement? Oui, alors le confinement n'interdit pas les rassemblements à caractère revendicatif. Le Conseil d'État, je ne sais plus si vous avez ça à l'esprit, mais a eu l'occasion de se prononcer il y a quelques mois sur le sujet. Donc si une déclaration est faite, si par ailleurs les mesures barrières
sont mises en place par les organisateurs, je n'ai aucune raison d'interdire ce type de manifestation a priori. Madame la rectrice. Et on peut ajouter qu'un certain nombre des revendications qui étaient au cœur de l'appel à la grève de mardi ont déjà été satisfaites par les annonces du ministre d'hier soir. On va donc voir si la grève annoncée est maintenue ou pas. Je crois qu'il y a deux organisations syndicales qui ont décidé de maintenir l'appel à la grève, mais pas nécessairement les autres. Donc au vu de ce qui se passe mardi, on s'adaptera, on aura les mesures qu'il faut, y compris en termes d'audience. Merci. Voilà, on fera confiance à l'esprit de responsabilité de nos enseignants. D'autres questions, mesdames et messieurs? Oui. Pour la question à nouveau, pour Oui. Avec le plan Vigipirate, on fait actuellement, est-ce que vous devez passer des consignes particulières au lycée justement pour que le plan de continuité pédagogique soit compatible avec ce plan Vigipirate? Oui, oui, monsieur le recteur y faisait allusion là tout à l'heure. Oui, oui, nous avons depuis quelques semaines maintenant renforcé, même réactivé, parce qu'ils n'avaient pas disparu, les liens entre les services de l'État, notamment les forces de police et de gendarmerie, et les différentes écoles. Quand je dis écoles, les lycées, les collèges, dans les différents départements de la région. Dans chaque département, c'est tenu sous la coprésidence des préfets et des procureurs de la République, ce qu'on appelle un état-major de sécurité, qui rassemble l'ensemble des services de l'État, responsables de la police, de la gendarmerie, les directeurs des services académiques. Et ces réunions nous ont permis de dresser un état des lieux de la coopération entre les différents services de l'État. Nous avons pu réajuster un certain nombre de modalités de coopération. Il y a en particulier, pour chaque établissement scolaire, des référents qui existent au sein des forces de l'ordre, qui sont à la disposition des équipes éducatives quand elles rencontrent des problèmes, qui sont là également pour conseiller les équipes éducatives sur les dispositifs de sécurité à mettre en œuvre. Nous avons également des liens naturellement avec les propriétaires des locaux, les communes pour les écoles, et les collèges, vous le savez, pour les départements pour les collèges et la région pour les lycées. Nous ne partons pas de zéro, il y a beaucoup d'établissements qui ont renforcé leurs conditions de sécurité. Et puis Madame la rectrice le disait tout à l'heure, des signalements qui apparaissent au sein de l'école sont traités de manière réactive, je crois, par les forces de police et de gendarmerie sous l'autorité des parquets, pour ne rien laisser au hasard. Donc nous avons, dans cette crise, et au regard par ailleurs de cette menace terroriste, toujours présente, nous avons donc bien renforcé les coopérations entre les services de l'État, et notamment celles concernant les forces de police et de gendarmerie et les différents établissements scolaires de cette région. Avec les plans de comité pédagogique, on peut imaginer qu'il y aura beaucoup plus de mouvements de lycéens. Est-ce que ça ne rend pas plus compliqué d'assurer la sécurité aux abords des établissements? Précisément, nos forces de police et de gendarmerie ont reçu comme consigne d'être plus présentes aux abords des établissements scolaires, notamment les plus importants d'entre eux. Vous savez que nous avons été, en tout cas sur la Côte d'Or, nous avons été renforcés par un détachement supplémentaire du dispositif Sentinelle, trentaine de militaires supplémentaires qui sont arrivés hier et dont la mission vient compléter l'action des forces de police et de gendarmerie pour la surveillance des établissements scolaires. Il y a également un renfort, nous en avons bénéficié sur le département de la Côte d'Or, de réservistes de la gendarmerie. 10 réservistes de la gendarmerie sont arrivés à Dijon en début de semaine, et aussi avec nos forces de l'ordre de police
ont aussi comme mission d'assurer la surveillance des établissements scolaires. Ça prend la forme de patrouilles dynamiques, notamment, mais parfois, quand c'est nécessaire, de points fixes plus prolongés. Nous travaillons aussi en coopération avec les polices municipales, qui, quand elles existent, font aussi ce travail, sous l'autorité des maires. Monsieur le préfet, est-ce que je peux... Oui, monsieur le recteur, bien sûr, bien sûr. Cette question, je souhaiterais appeler l'attention des journalistes sur la responsabilité qui est la nôtre, qui est celle de chacun de nous, sur l'hypothèse d'une amplification du mouvement, repose en particulier sur le rôle amplificateur de certains organes. Je ne suis pas sûr que dans les circonstances où nous sommes, le fait de monter en épingle un petit nombre qui se trouve comme encouragé par l'écho qu'il reçoit soit la meilleure façon d'illustrer ce que M. Brilly a dit tout à l'heure sur le rôle civique que nous devons partager. Merci, monsieur le recteur. Mesdames et messieurs, avez-vous d'autres questions? Sébastien Lapard de France 3, question pour Madame la rectrice. Est-ce que, on parlait d'une cinquantaine de cas positifs, est-ce qu'on peut savoir s'ils sont plutôt en primaire, au collège ou au lycée? J'avoue que je n'ai pas le détail, mais on pourra vous l'adresser. Non, je n'ai pas le détail, je suis désolée. On pourra peut-être vous appeler, monsieur, madame la rectrice. Oui, on peut vous faire passer ça. Ouais. Faire passer ces éléments d'information. Ok. Et question que je voyais de mes collègues de Besançon pour monsieur le recteur de Besançon. Est-ce que, tout d'abord, vous redoutez d'autres mouvements de blocage d'établissement comme au lycée Pasteur à lundi? Est-ce que, alors que les universités, les amphis sont vides, vous envisagez de travailler sur un possible déplacement des cours dans des amphis de l'université? Et puis, troisième question, est-ce qu'il y aura une directive donnée directement au lycée ou que ce sera chaque lycée qui pourra s'adapter comme il le souhaitera aux annonces gouvernementales? Alors, je reviens point par point, je ne crains pas quoi que ce soit. J'ai salué tout à l'heure, pour l'avoir observé de près, la solidarité des services de police et de gendarmerie pour prévenir des blocages de lycées. Et j'en appelle à la responsabilité de tout le monde, et en particulier, évidemment, de ceux qui contribuent à l'écho que reçoivent des mouvements qui partent d'un très petit nombre et qui peuvent s'amplifier rapidement en proportion de la publicité qu'ils reçoivent. Je suis dans le dialogue, comme un collègue, en dialogue permanent avec les organisations syndicales, où si on veut contribuer, là encore, à faire prévaloir la raison. Je confirme que nous travaillons établissement par établissement. Nous avons nous aussi une cellule académique de continuité pédagogique qui mobilise les inspecteurs. Nous recevons et traitons en temps réel les propositions que nous recevons des établissements. Vous imaginez bien que les choses sont différentes selon qu'on a affaire à un petit lycée professionnel ou à un grand lycée polyvalent. Et donc, comme nous tenons à ce que ce travail soit concerté, il prend nécessairement un peu de temps. Je voudrais attirer l'attention de mesdames et messieurs les journalistes là-dessus. Pas d'impatience, s'il vous plaît. Nous avons à faire un travail qui est un travail inédit pour nous, parce qu'il est encore différent de celui que nous avons eu à faire pendant le confinement et pendant le déconfinement, parce que le déconfinement s'est fait tardivement et n'a concerné que peu de lycéens. Là, nous avons à faire à une épreuve nouvelle qui, si nous voulons qu'elle soit traitée de façon concertée, qu'elle soit validée dans les instances de l'établissement, ce qui est la meilleure façon de mobiliser tout le monde pour que ça réussisse, eh bien, il faut se donner le temps de le faire bien. C'est pourquoi le ministre avait dit que ce travail
soit en BTS, eh bien, on peut avoir des conditions d'enseignement différentes. Donc, n'accentuons pas cette impression, d'ailleurs, qui va se réduire dès lors que part de l'enseignement des lycées, et dans ces classes en particulier, va passer en distanciel, comme c'est le cas déjà pour les travaux dirigés ou les cours de l'université. J'ajoute que les universités ne sont pas fermées, qu'il se poursuit des activités, que les bibliothèques, notamment, restent ouvertes, accessibles sur rendez-vous avec des jauges qui permettent de respecter un protocole strict, un protocole sanitaire strict, mais en tant que recteur chancelier, j'autorise, comme le ministère m'a donné le pouvoir, des enseignements pratiques, des travaux pratiques qui ne peuvent pas être réalisés à distance, et donc il y a une activité d'enseignement qui continue dans l'université. Donc, ne considérons pas que nous pouvons disposer pour les lycéens des locaux universitaires. Merci. Et petite question supplémentaire, ma responsabilisation a donné une quinzaine d'incidents lundi lors de l'hommage. Est-ce que vous avez un chiffre du côté de l'Académie de Besançon? Nous n'avons pas communiqué un chiffre, monsieur, ne cherchez pas. D'accord. Mesdames et messieurs, vous voyez d'autres. Oui. Oui, madame, allez-y. Est-ce que l'adaptation de l'accueil concerne les lycéens? Néanmoins, est-ce qu'on a des gros collèges qui vous auraient également interrogé sur la possibilité d'adapter l'accueil de leurs collégiens? Et par ailleurs, sur l'aération des locaux, donc on sait dans la PT que c'est très important, néanmoins ça ne se fait pas de la même façon partout, peut-être on pourrait dire. Est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment être plus directif sur les règles en la matière? Oui. Monsieur le recteur. Oui, j'entends bien cette demande d'être plus directif, mais lorsque vous êtes plus directif, vous risquez de l'être trop et de vous faire reprocher par ceux-là même qui la veille, vous reprocher de ne l'être pas assez, de l'être trop. Donc je m'en remets à la sagesse et à l'intelligence collective, à l'esprit de responsabilité, au professionnalisme auquel ma collègue a très justement rendu hommage tout à l'heure, et qui est très largement reconnu par les familles, qu'il l'est peut-être davantage encore depuis le confinement, et à la connaissance qu'ont les acteurs de leur établissement. Vous savez, ce professionnalisme qui s'est d'autant plus développé du fait de la crise que un des aspects les plus positifs qu'il y a eu ces épreuves successives auxquelles il a fallu faire face, c'est que les différents métiers qui se trouvent réunis dans des collèges entiers. Donc ça, nous nous y préparons actuellement. Mesdames, Messieurs, d'autres questions à nous poser? Oui, bonjour, Alexandre Sarraud, de la commune de Saint-Chaux. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. J'avais deux questions. J'en ai deux questions à adresser à monsieur le recteur, s'il vous plaît. La première concerne, est-ce que vous avez le nombre de cas de contact en Franche-Comté? Et je voulais savoir s'il était possible de nous donner les départements dans lesquels les personnes positives au Covid étaient. Alors, j'ai des chiffres sur effectivement, les évictions pour cause de cas de contact. Nous avons un total académique de ces évictions qui est de 4 pour les élèves du premier degré et de 142 pour le second degré. Tout ça, bien sûr, je le redis, en application du protocole établi et suivi de près avec des paramètres. Pour les personnels éducation nationale, nous avons 2 élections pour le cas contact en premier degré, donc 2, et 9 en second degré. Et nous n'en avons aucun cas d'élection pour les agents des collectivités. Donc, ni dans le premier, ni dans le second. Voilà pour le total académique. Donc, ces chiffres sont répartis, que vous n'avez pas être fastidieux et non. Vous voyez, ce sont pour l'instant des chiffres qui sont encore libres.
Merci. Voyez-vous, mesdames et messieurs, d'autres aspects à évoquer? Bien, écoutez, si ce n'est pas le cas, je voulais vraiment vous remercier les uns les autres pour votre participation. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 14h30, si vous en êtes d'accord, pour le même exercice, parce que cette crise induit pour nous une exigence d'information. Vous donner des informations qui peuvent vous être utiles. Et nous restons, je crois, les uns les autres, on va pouvoir m'exprimer au nom de Madame la rectrice, de Monsieur le recteur et de Monsieur le directeur général de l'ERS, à votre disposition pour commenter ou préciser tel ou tel aspect de la gestion de cette crise par les services de l'État. Bonne fin de journée à tous et à très bientôt.